Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti en septembre dernier et que j'ai rattrapé sur le tard après Halloween. Du coup je suis doublement à la bourre car il s'agit de A Haunting in Venice ou en version française Mystère à Venise, le troisième opus du Poiroverse si vous voulez de Kenneth Branagh en Hercule Poirot, le célèbre détective d'Agatha Christie. Et ici, donc, on adapte un des romans les moins connus de l'autrice, à savoir La Fête du Potiron, ou Le Crime d'Halloween, si vous préférez. Donc, vous voyez la connexion avec cette fête que vous avez peut-être célébrée il y a quelques jours. Et au casting, évidemment, Kenneth Branagh reprend une nouvelle fois le costume de Monsieur Poirot. Et à ses côtés, nous avons actrices et acteurs connus, mais peut-être un casting moins prestigieux que les deux précédents volets, à savoir Mort sur le Nil ou Crime de l'Orient Express. Alors certes, il y a Michelle Yeoh, qu'on voit pas beaucoup, mais elle est là. Camille Cotin, il est très content de la retrouver, cette actrice française qui a une belle carrière désormais à l'international. Et citons quand même les présences de Kyle Allen, Tina Fey et le duo Jamie Dornan-Jude Hill, qui était déjà père et fils, comme ici dans le Belfast de Kenneth Branagh, comme quoi ce dernier a de la suite dans les idées. Donc évidemment, qui dit Hercule Poirot, Agatha Christie, Mystère à Venise, dit thriller policier, polar, whodunit, mais pas que, avec une ambiance horrifique, donc quasi surnaturelle, où on retrouve donc le détective quasiment retraité à Venise en 1947, dans une ville qui a du mal à se remettre de la Seconde Guerre mondiale, un peu comme lui d'ailleurs, hein, quelque part. Et à un moment, il va être invité à une soirée par une amie écrivaine à succès, mais qui commence à être sur le déclin. Elle veut donc qu'il l'accompagne dans une séance de spiritisme, dans un vieux palazzo, qui serait hanté peut-être. Et on est le jour d'Halloween. Donc bon, Poirot, il y va par politesse presque, mais il n'a absolument aucune croyance en ces fantômes et même en Dieu. Lui qui a vu l'horreur de la guerre, il est très terre à terre. Et là-bas, donc, nous allons avoir une médium qui s'appelle Joyce Reynolds, qui serait une escroc, hein, selon donc l'amie romancière de Poirot. Et on va donc confronter pas mal de personnages durant cette soirée étrange, donc la médium elle-même, mais aussi la chanteuse d'opéra qui organise cette séance, cette soirée, une certaine Rowena Drake qui a connu un deuil familial avec la mort de sa fille. Il y a aussi un docteur avec son jeune fils, un petit peu surdoué, qui lit par exemple du Edgar Allan Poe au lieu de Charles Dickens. Et nous avons également l'ex-fiancé de la fille qui est morte. Et il y a aussi la gouvernante jouée par Camille Cotin. Bref, beaucoup de personnalités diverses et variées et de personnes qui ont souffert aussi de diverses manières, avec leurs propres fantômes à combattre, évidemment, hein, à l'image d'Hercule Poirot. Vous voyez un petit peu l'idée? Tiens, d'ailleurs, ce dernier est accompagné d'un ancien policier qui assure sa protection parce qu'il voulait refuser vraiment toutes les enquêtes possibles qu'on lui demande et ce monsieur arrête toute demande. Bref, et évidemment, cette soirée ne va pas se passer comme prévu. Est-ce que la médium est une charlatan? Est-ce qu'il va y avoir un meurtre? Bien sûr qu'il va y avoir un meurtre, puisque sinon Hercule Poirot ne pourrait pas faire son enquête. Mais donc ces événements dramatiques de la soirée vont renvoyer aussi à certaines tragédies du passé, notamment la fille morte de la chanteuse d'opéra hein, qui organise cette soirée. Bref, et dans cette ambiance assez glauque quand même, huis clos, là on ne change pas vraiment hein, du cocktail de base. Le Crime de l'Orient Express c'était un train, Mort sur le Nil un bateau, là on a une maison. Eh bien l'enquête va être un petit peu compliquée, mais on connaît quand même Hercule Poirot. Normalement il devrait s'en sortir. Malgré un souci potentiel, c'est que ces croyances-là vont être un peu chamboulées. Jusqu'à quel point, je n'en dis pas plus. Restez jusqu'au bout du film. Car si on commence, autant aller au bout, voir comment ça se résout. Je n'avais pas forcément ultra apprécié Mort sur le Nil, qui était moins bon selon moi que Le Crime de l'Orient Express. Du coup, j'ai zappé cette sortie au cinéma, puisque la même semaine, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, manque de temps avec la reprise. J'ai quand même tenu à voir ce que ça pourrait donner, et je suis un petit peu circonspect. C'est pas mauvais, mais dans l'idée de donner un coup de peps à ce whodunit traditionnel,
Ça fonctionne sur l'ambiance, mais du coup, on perd totalement l'intérêt, selon moi, du jeu habituel d'enquête. On n'a pas spécialement cette envie de trouver le ou la criminelle potentielle. Par contre, on va évidemment s'intéresser de plus près à la psychologie des personnages, notamment l'évolution de notre cher détective. C'est là-dessus d'ailleurs que pour moi le film réussit son pari, malgré le reste, en l'ancrant dans cette atmosphère très sombre, un vrai travail sur les lumières, l'obscurité, la photographie et les espaces clos ou on va dire faussement ouverts sur cette ville de Venise qui nous est présentée au début, avec la pluie et tout, on a vraiment cette ambiance horrifique là. Et Kenneth Branagh sait jouer là-dessus. C'est pas la première fois qu'il fait une incursion, on va dire, dans le cinéma d'angoisse. Mais est-ce que ça colle vraiment avec l'univers d'Agatha Christie? Probablement que oui, parce que je n'ai pas lu le roman de base, donc j'imagine que pour un crime d'Halloween, elle a dû jouer là-dessus aussi sur les descriptions. Cependant, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu l'ADN de ce qui faisait du coup l'intérêt d'un film avec Hercule Poirot? Bah, en soi, moi je suis plutôt content qu'il essaye autre chose, puisque je suis pas un grand fan des deux d'avant. C'est quand même pas mauvais. Enfin, le crime dans l'Orient Express, j'avais un bon souvenir, il faudrait que je le revoie. Mort sur le Nil, c'était des problèmes d'effet surtout, et visuellement ça ne faisait vraiment pas le taf. Là, pour le coup, il s'est bien rattrapé, Kenneth Branagh, mais sur l'aspect donc purement policier, entre guillemets, bah, d'autant plus qu'on va tout très vite venir en fait, c'est pas spécialement redoutablement efficace et surprenant, surtout que on insiste sur certains trucs qui donnent peut-être des idées, des indices, mais trop évidents. Voilà. À un moment, on fait une référence à un opéra de Mozart qui dit beaucoup de choses quand même. Bon, après, je ne vais pas en dire plus, parce que là, si je commence à évoquer certaines choses, vous serez trop guidé au visionnage du film. Si vous écoutez ce podcast avant de l'avoir vu, ça serait dommage. Mais après, voilà, c'est intéressant de voir comment donc notre cher enquêteur va être face à son propre passé et ses certitudes. Il le dit très vite, moi, ni Dieu ni fantôme, par rapport à ce que j'ai vécu sur le plan historique. Mais ici, il va être obligé quand même de s'intéresser peut-être à ce côté spiritisme ou hantise, d'où le titre Haunting in Venice. Ça aurait pu s'appeler une hantise à Venise, mais bon, voilà. Et on se prend vraiment à quand même apprécier ce qui nous est proposé sur ce côté mystérieux et cette potentielle donc vengeance des enfants. Il parle d'une vendetta et tout là qui pourrait revenir d'entre les morts, etc. Mais ne serait-ce pas une mise en scène au final? Bon, très vite ça reste quand même plus ou moins terre à terre. N'allez pas non plus imaginer quoi que ce soit. Sinon ça aurait été bizarre, surtout venant d'un roman d'Agatha Christie. Mais cinématographiquement parlant, Kenneth Branagh joue quand même sur ce point jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Donc c'est potentiellement intelligent, mais ça a du mal à trouver son équilibre entre donc cet aspect-là et le côté whodunit qui, pour moi, a totalement mis à la trappe. Voilà, mis au grenier, voire à la cave et au rebut. C'est le problème quand même du film qui fonctionne par ailleurs. Donc ça restera assez mitigé me concernant. On peut aussi mettre en avant une très belle musique d'ambiance parfaitement gérée par l'Islandaise Hildur Gusnadóttir, qu'on a déjà entendu ailleurs dans ce côté-là. Je crois que c'est elle qui faisait la musique de Tar aussi avec Kate Blanchett. Mais ouais, à rattraper quand même, parce que ça se mérite sur le plan cinématographique. Mais globalement, ça a du mal à tenir le coup jusqu'au bout. On peut s'ennuyer, fatalement, sur l'approche. Et bon, c'est un pari qui était tentable cependant. On verra bien s'il y aura une suite encore. Je ne sais pas s'il a fonctionné au box-office celui-ci. Mais peut-être que Kenneth Branagh devrait passer à autre chose. On l'avait vu assez à son avantage sur son Belfast, même si celui-ci fonctionnera un petit peu comme une œuvre à part et très personnelle pour lui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quand même quelques passages en noir et blanc dans ce Mystère à Venise, là, pour les flashbacks, qui vont rappeler un petit peu son idée du passé qu'il avait voulu mettre en scène dans Belfast. Mais voilà, à suivre, on verra bien ce qu'il nous proposera pour la suite de sa carrière déjà très riche. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de Mystère à Venise, l'avez-vous plus apprécié que les précédents? Et par rapport au roman d'ailleurs, si certaines personnes l'ont lu, n'hésitez pas à nous dire s'ils respectent ou pas l'œuvre de base. Ça peut être intéressant de voir s'il a pris quelques libertés. À la prochaine, ciao.